Près de mois après le crash de l'Airbus A320 d'Égyptair, les 2 boîtes noires de l'avion ont été repêchées en Méditerranée. Elles devraient aider à faire la lumière sur les causes du drame. Au Cameroun, on note une relative accalmie des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Une accalmie qui semble rassurer les populations, et ce, malgré une menace islamiste persistante. Au Bénin, une équipe du FMI a séjourné à Cotonou en vue d'entamer des discussions sur un éventuel programme soutenu par le mécanisme de facilité élargie de crédit. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Près d'un mois après le crash de l'Airbus A320 d'Égyptair, les 2 boîtes noires de l'avion ont été repêchées en Méditerranée. Elles devraient désormais aider les enquêteurs à faire la lumière sur les causes du drame qui, on se souvient, avait fait 66 morts. Les images. Les 2 boîtes noires ont été repêchées en l'espace de 24 heures. Leur analyse permettra de répondre à des questions extrêmement importantes, notamment la cause du crash. Les 2 enregistreurs de vol doivent être transférés au Caire, où les Égyptiens, épaulés par les experts français du bureau d'enquête et d'analyse et du constructeur européen Airbus, analyseront leurs données. La première boîte noire retrouvée jeudi concerne les conversations dans le cockpit. Quant à la seconde, qui enregistre tous les paramètres de vol, elle a été repêchée vendredi. Les boîtes noires ont été retrouvées en morceaux, mais les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Pour rappel, l'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé le 19 mai dernier. L'avion transportait en tout 66 passagers, dont 40 Égyptiens. Il avait soudainement disparu des écrans radars pour des raisons jusqu'ici indéterminées. Au Nigeria, 24 personnes ont été tuées dans une fusillade menée par des djihadistes de Boko Haram lors d'une veillée funéraire près de la ville de Goulag dans le nord-est du pays. La fusillade qui a lieu dans le village de Kouda ce jeudi a fait également plusieurs blessés. Dans le nord-est du pays, le nombre d'attaques islamistes a considérablement diminué depuis le début de l'année. Et selon l'armée nigériane, Boko Haram, très affaibli, a été repoussé plus au nord, autour du lac Tchad. Mais cette nouvelle attaque vient démontrer que le groupe islamiste n'a pas perdu de son pouvoir de nuisance. Au Niger, les déplacés qui ont fui la ville de Bosso, victimes d'une attaque massive de Boko Haram le 3 juin dernier, sont dans une grande détresse. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, en visite dans la région, a estimé jeudi que la situation s'améliore. Reportage. Peur, incertitude et détresse, les populations de Bosso, victimes de la barbarie du groupe djihadiste nigérian, se retrouvent aujourd'hui sans abri, sans eau et sans nourriture. J'ai besoin de tout ce qu'on peut me donner. Je n'ai pas d'abri, pas de vivres, je n'ai rien. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur qu'ils meurent de faim. Une situation déplorable mais qui, selon le ministre nigérien de l'Intérieur, s'améliore, estimant que le pire est déjà passé. Ce que j'ai pu constater, c'est que nous sommes dans une situation de grande détresse vécue par les populations. Mais d'après ce que j'ai pu en savoir, la situation s'est notablement améliorée depuis une semaine que nous avons atteint le paroxysme de la crise. Pour mémoire, le 3 juin dernier, le groupe djihadiste Boko Haram a mené une offensive massive sur la ville de Bosso. Cette attaque est considérée comme étant l'une des plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger, depuis que ce pays est officiellement entré en guerre contre ses insurgés en février 2015. Restons dans le même registre, mais cette fois-ci au Cameroun, on peut noter une relative accalmie des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Une accalmie qui semble rassurer la population, et ce, malgré une menace islamiste persistante et une crise alimentaire chronique dans la région. Pour le moment, nous avons quand même mis les membres de vigilance pour la sécurité. Et tout est là.
sur place, en place, ils ne peuvent plus facilement entrer comme ils en pensent. Notre grande préoccupation, c'est notre lycée, parce que nous ne savons là où aller. Pour le moment, nous ne voulons pas leur céder notre territoire. Vraiment, le lycée de Tourouki a été fermé, suspendu à cause de l'insécurité. Et nous voulons assez que l'État prenne des dispositions pour réouvrir ce lycée afin que nos enfants reprennent classe. Parce que déjà nous avons perdu plus que presque le 3/4 de nos élèves. En Centrafrique, la mission des Nations Unies MINUSCA a annoncé ce vendredi l'envoi d'une force d'interposition dans le nord-ouest du pays, notamment dans la région de Ngaoundai, théâtre cette semaine de violences qui ont fait au moins 10 morts. Il s'agit là des plus graves violences depuis l'élection du président Faustin-Archange Touadéra en février dernier. Il faut dire que c'est en réponse à l'escalade de la violence que la force de la MINUSCA s'est interposée entre les belligérants. La mission des Nations Unies se dit fortement préoccupée par une suite d'attaques et de représailles entre les groupes d'autodéfense soutenus par les anti-Balaka et les éleveurs transhumants soutenus par les SCLK. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Kenya, 8 parlementaires ont été inculpés ce vendredi par un tribunal de Nairobi pour avoir proféré des discours de haine et incité leurs partisans à la violence. Un comportement susceptible d'attiser les tensions ethniques et politiques à un an des élections. Le juge Daniel Ogembo, qui avait décidé mardi de placer en détention préventive ces parlementaires pour éviter qu'ils interfèrent avec l'enquête, a accepté les demandes de libération conditionnelle présentées par les avocats des prévenus. Il faut dire que des diplomates et observateurs craignent que les tensions politiques et ethniques déjà élevées dans le pays ne s'augmentent d'ici les élections d'août 2017. En Namibie, des centaines de jeunes ont marché dans les rues de Katutura, le quartier le plus pauvre de Windhoek, capitale namibienne. Objectif, protester contre la construction du nouveau Parlement qui coûterait 130 millions de dollars américains. Un montant qu'ils considèrent comme une perte d'argent pour le pays qui fait face à une forte taux de pauvreté. Nous marchons contre l'inégalité. Nous marchons contre la tendance à la dictature. Nous marchons contre l'influence de Idi Amin dans ce pays. Mais le plus important, c'est que nous marchons contre la construction d'un nouveau Parlement. Nous avons des hôpitaux sans médicaments. C'est à vous d'amener vos médicaments. Vous trouvez des mères qui donnent naissance à leurs enfants à même le sol. Vous trouvez des écoles, des salles de classe en désordre, sans bureaux ou sans chaises. Mais 200 politiciens veulent construire un bâtiment pour eux-mêmes, pour 200 personnes, alors que la moitié de ce pays a besoin de services de base. Nous avons besoin de garder nos priorités et nous avons besoin de tenir ce gouvernement pour responsable quand il joue avec les ressources dont certaines personnes ont désespérément besoin ailleurs. Nous devons vraiment leur dire que c'est inacceptable. Au Bénin, une équipe du FMI, le Fonds monétaire international, sur demande du gouvernement béninois, a séjourné à Cotonou en vue d'entamer avec les autorités des discussions sur un éventuel programme triennal soutenu par le FEC, entendez, le mécanisme de facilité élargie de crédit. Au terme de son séjour, la délégation conduite par Christine Dieterich s'est adressée aux hommes des médias. Nous avons observé pendant le 4e trimestre 2015, le premier trimestre 2015, une surexécution des dépenses très significative qui a créé une dynamique de la dette qui est clairement non soutenable. Aussi, dans le 4e trimestre de 2015 et le premier trimestre de 2016, le gouvernement a signé des projets hors budget à hauteur environ 24% de PIB. Ce sont des projets d'investissement, mais gérés d'une manière qui soulève des préoccupations graves
en ce qui concerne la gouvernance et les qualités de ces projets. Nous avons pris immédiatement la mesure de la gravité de la situation et dès le premier conseil des ministres, nous avons décidé d'annuler des marchés conclus dans des conditions pas transparentes, à des taux inexplicables et à des durées incohérentes. Donc le gouvernement a pris la responsabilité d'annuler pour plus de 1000 milliards de projets, représentant, comme le Fonds monétaire l'a dit tout à l'heure, 24% à peu près du PIB. Et en annulant ça, nous sommes arrivés maintenant à un taux d'endettement autour de 42%. Pas très loin des limites admises. Donc on n'a plus trop de marge de manœuvre. Mais les marges, on les avait déjà consommées avec les projets qui, heureusement, ont été très vite suspendus puis annulés pour revenir à des niveaux maîtrisables. Donc le Fonds monétaire a totalement raison. Nous avons trouvé une situation très difficile au niveau de la dette, mais les mesures sont prises. Au Gabon, maître Claude Dumont-Begui, avocate du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à la présentation de son nouveau livre intitulé « Le Gabon de l'héritage au partage ». Au cours de cette séance, elle a tenu à préciser qu'elle ne fait pas de la politique, mais plutôt le droit, et donc ne s'ingère pas dans les affaires de politique intérieure du Gabon. Paru depuis le 7 juin 2016, l'ouvrage de maître Claude Dumont-Begui est une critique contre la critique d'Ali Bongo Ondimba par une frange de l'opposition gabonaise. C'est également un texte qui met à nu le non-respect et le refus de lire les décisions de justice par certaines presses qui n'hésitent pas à faire prospérer cette rumeur. L'avocate française fait essentiellement du droit. Dans son livre, il fait un effort colossal pour ne pas parler de politique. Si les personnes qui l'attaquent sur son état civil pensaient autrement, ils auraient attaqué Ali Bongo Ondimba depuis l'origine de la succession, à l'ouverture de la succession. Ils auraient contesté le testament de 1987, ils auraient contesté les deux notoriétés et ils ne seraient pas limités à essayer simplement de porter des rumeurs et des injures et des diffamations le concernant. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur l'état civil d'un citoyen. Ceci est largement contraire au droit. Réponse de l'opposition, rien à foutre, nous irons contre Ali Bongo et ne permettrons pas qu'il se présente aux élections. Dixit Ginzou Bandama sur le plateau de France 24. Quant au débat sur les 3 actes de naissance différents d'Ali Bongo Ondimba, il faut simplement, a soutenu l'avocate, qu'il est né Alain Bernard Bongo. Il devient Ali Bongo après sa naissance et sa conversion à l'islam. Il devient Ali Bongo Ondimba après avoir bénéficié de l'adjonction du nom de son père qui a la même trajectoire. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de la